Merci Guillaume de nous recevoir aujourd'hui. Alors vous êtes en train de finaliser le montage d'un documentaire qui parle d'Erdogan, qui s'appelle L'ivresse du pouvoir, qui sera prochainement diffusé sur Arte. Donc merci d'être avec nous. On a tout de suite envie de vous demander globalement quel est votre recul sur les évolutions qui concernent la Turquie depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, il s'est passé beaucoup de choses. La Turquie a d'abord émergé comme un pays dynamique, en marche vers l'Union européenne, un pays qui pouvait, pour beaucoup, constituer une espèce de modèle de stabilité au Moyen-Orient, une espèce de mariage entre le fait d'être un grand pays musulman et puis une forme de démocratie. Et puis c'est vrai qu'en quelques années, la situation politique s'est dégradée à une vitesse extrêmement rapide et on a depuis 3 ans une violence politique qui s'est emparée de ce pays de manière totale avec des émeutes urbaines, d'abord au moment de Gezi en 2013 et puis une tentative de coup d'État très récemment qui a encore, je dirais, durci la politique du pouvoir et qui a encore plongé la population turque dans une situation extrêmement difficile. Donc la Turquie a d'abord paru être un pays dynamique, plein de promesses, et puis aujourd'hui toutes ces promesses sont en train de s'éteindre les unes après les autres. Parler de violence politique, elle s'exerce forcément de manière préférentielle sur les médias. Évidemment, alors les médias ont été une cible du pouvoir très tôt, finalement. À partir de 2007-2008, le pouvoir d'Erdogan a commencé à reprendre en main le paysage médiatique, qui était un paysage assez libre. Dans les premières années du pouvoir, finalement, les médias ont vécu une espèce d'âge d'or à cette époque, une espèce de période de liberté, où on pouvait parler de presque tout, où on pouvait commencer à soulever les tabous classiques de la politique turque, la question kurde, le génocide des Arméniens. On parlait de tout ça dans la presse à cette époque, et puis d'un seul coup, les choses ont un petit peu basculé, le pouvoir s'est un peu rigidifié. Il a commencé à reprendre en main tous les grands groupes de médias qui lui étaient opposés, qui étaient plutôt favorables, je dirais, à l'establishment kémaliste, classique, et donc à l'armée. Et Erdogan a fait racheter un à un ces groupes de médias par des hommes d'affaires qui lui étaient proches, et il a très vite mis son nez dans la ligne éditoriale des journaux, des chaînes de télévision. C'était assez discret au début, puis c'est devenu de plus en plus visible jusqu'à ces dernières années où on a un paysage médiatique totalement asservi au pouvoir. Qu'aujourd'hui, on peut dire que 98% de la presse turque ne parle que d'une seule voix, qui est celle du président. Donc on est en train d'aller vers un absolu négatif. Oui, parce que d'un paysage pluriel, encore une fois, on arrive aujourd'hui à une régression extrêmement forte, comme la Turquie n'en a jamais connue, où on a 15 titres, mais qui sont tous les mêmes en fait, et puis avec une reprise en main très violente de tous les médias d'opposition qui sont asséchés, tous les journalistes sont licenciés, menacés de mort, repris par la force. Voilà, il y a de la censure, de l'autocensure, et en même temps une dimension économique à tout ça, évidemment. Les médias sont pris en main par des hommes d'affaires qui sont ceux qui non seulement soutiennent le pouvoir, mais qui financent le parti au pouvoir aussi, qui financent les campagnes électorales. Donc on a une imbrication des enjeux politiques, économiques et médiatiques. Alors aujourd'hui, quand on veut de l'information en Turquie, on fait comment ? Alors c'est vrai que notamment depuis les émeutes de Gezi, Twitter est apparu comme le média alternatif en Turquie. D'abord parce que les Turcs sont très friands de nouvelles technologies, utilisent beaucoup les outils numériques, Internet, les réseaux sociaux. Il y a une utilisation très forte parce que la population est très jeune et très tournée vers ces choses-là. Donc Twitter a émergé très vite comme le média par lequel on pouvait s'informer de manière réelle, par opposition aux chaînes de télévision. Si vous vous souvenez, si vous avez un souvenir de cette époque, pendant les émeutes de Gezi, c'était assez drôle parce que donc il y avait l'occupation de la place par des jeunes manifestants. Et pendant ces événements, les chaînes d'information en continu diffusaient, la plus célèbre d'entre elles, CNN turque, diffusait un documentaire animalier sur les pingouins au pôle Nord. Et donc c'est devenu une plaisanterie, quoi. C'est-à-dire que les chaînes d'information font des documentaires sur les pingouins et pendant ce temps-là, évidemment, ne couvrent pas l'info et l'histoire s'écrit en leur absence. Donc Twitter est devenu la caisse de résonance de toutes les informations qu'on ne trouvait pas sur les chaînes d'information en continu.
Donc à partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à avoir un œil évidemment sur ce qui se faisait sur Twitter, y compris le pouvoir, qui s'y est très vite intéressé et très vite a ciblé Twitter comme étant un danger, une menace, et donc évidemment a commencé à censurer Twitter. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu les chiffres il n'y a pas très longtemps, pour l'année écoulée, l'année 2015, la moitié des tweets censurés dans le monde l'ont été par l'État turc. Ça donne une petite idée des proportions de la chose. En Turquie, vous avez plus de 8000 sites internet, des sites d'information principalement qui sont censurés, qui sont interdits d'accès. Vous avez une censure qui s'exerce de manière très forte et qui est une censure administrative, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de décision de justice aujourd'hui pour faire fermer un site internet ou pour bloquer un flux Twitter. Il y a quelques jours encore, Google Doc et Dropbox ont été interdits en Turquie parce que ces sites avaient permis de diffuser des documents confidentiels qui étaient gênants pour le pouvoir. C'était en l'occurrence des écoutes téléphoniques du gendre du président Erdogan. Donc voilà, il y a une facilité à censurer les médias en Turquie pour protéger les affaires autour du pouvoir, qui est devenu quelque chose de totalement commun.